À la une ce soir, grève illimitée annoncée par les maires de Martinique. Le conflit des contrats aidés se durcit. Les propositions du préfet rejetées par les syndicats. Retour sur cette nouvelle journée de mobilisation dès le début de ce journal. Le désastre à la Dominique, les images de l'île dévastée par l'ouragan Maria. 70% des habitations sont détruites. Le pays appelle à l'aide internationale. Marius Narciso, candidat soutenu par le MIM aux élections sénatoriales à 2 jours du scrutin. Il est notre invité. Vous découvrirez son portrait et son interview en direct. Et puis, écologie avec la journée nationale de la qualité de l'air. La ville du Kerbet a mis le vélo à l'honneur ce matin, un moyen de locomotion pas assez utilisé en Martinique. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Les propositions faites par le préfet n'auront pas calmé les manifestants après une nouvelle journée de mobilisation contre la suppression des contrats aidés. Les syndicats annoncent ce soir un durcissement du mouvement. Ce matin, ils s'étaient donné rendez-vous devant la préfecture pour tenter d'obtenir le fléchissement du gouvernement. On fait le point avec Alizé Lutran et Michel François. Et c'est reparti pour un tour. Mobilisé dès 9h à la maison des syndicats, l'intersyndicale en lutte pour le maintien des contrats aidés bat le pavé. Direction la préfecture pour une nouvelle session de négociation déterminée à obtenir des réponses concrètes. Le préfet fait quelques propositions. Donc, de maintien du nombre de contrats de 2016, de donner les moyens concernant les personnels TOST qui sont affectés à l'entretien, le nombre qu'il faut. Mais par contre, il ne parle toujours pas des associations. Alors, concernant les premiers éléments, on veut quand même le rencontrer pour discuter chiffres, que l'on soit d'accord sur le nombre. Dans le cortège, les rangs sont moins denses qu'hier, mais la ferveur, elle, est bien présente. Près de 800 personnes sont vent debout, armées d'une détermination sans faille. Sur le nombre de contrats qu'ils proposent, il y a également des contrats civiques qui n'ont absolument rien à voir avec les contrats aidés. Les contrats aidés, ce qu'il faut savoir, ce sont des professionnels, ce sont des personnes qualifiées en général, et même si elles ne sont pas encore complètement qualifiées, elles rentrent dans un processus de formation qui n'est pas du tout la même chose que le contrat civique. Ce n'est pas normal que d'un coup, on sectionne comme ça le travail aux gens. Il faut bien qu'ils mangent, il faut bien qu'ils vivent. On ne peut pas enlever carrément le contrat aidé alors que c'est vital. Ma fille est en terminale, elle est au lycée de Bellevue et donc au lycée de Bellevue il y a 10 contrats aidés en moins. Ça va poser des problèmes de sécurité, d'hygiène, etc. Aujourd'hui encore, certains maires ont rallié le mouvement. À l'issue de la réunion, élus et syndicats ressortent avec le sentiment de tourner en rond. Il n'est pas capable de nous donner des chiffres concrets. Il y a plusieurs exemples qu'on a donnés. Quand il nous parle de 300 contrat qu'il a donné au niveau du rectorat et qu'après on lui parle de trouver des emplois au niveau de la CTM, on constate que c'est ces mêmes 300. Ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment un manque de concordance au niveau des chiffres qu'on nous propose. Face au manque de réponse, l'association des maires durcit le ton et annonce prendre une mesure radicale. Tous les services mairie seront fermés à partir de lundi. Je pensais effectivement que le contact aurait été pris avec les autorités métropolitaines, mais en fin de compte, on constate effectivement que ça n'a pas varié d'un pouce. Tous ces chiffres-là ont été donnés sur l'éducation nationale. Donc en fin de compte, les autres secteurs ne sont pas concernés. Il y a un statu quo que nous avions demandé, mais c'est ce que nous exigeons aujourd'hui, que tous les contrats que nous avions en 2016, que ces contrats soient reconduits et s'il le faut, que les choses soient régularisées pendant l'année 2018. Le préfet, quant à lui, a précisé que l'ensemble des contrats aidés du secteur périscolaire seraient assurés à hauteur de ceux de 2016, dont une partie en service civique. La CTM demandait 180 contrats supplémentaires. Ils seront accordés. Pour les municipalités et le monde associatif, des mesures particulières sont mises en place. Nous avons lancé avec les services de l'État et Pôle emploi un plan de mobilisation, plan de 1000 formations pour la Martinique, pour que ceux qui sont à la recherche d'un emploi trouvent une réponse. Et donc les services de Pôle emploi et de la DIECT vont contacter les personnes en fin de contrat aidé pour leur proposer ces formations. L'idée, c'est qu'ils acquièrent une formation et qu'effectivement ils puissent occuper, même au-delà des contrats aidés, qu'ils puissent occuper à terme des postes permanents. Malgré les solutions avancées, les syndicats enseignants ont d'ores et déjà annoncé qu'ils comptaient durcir leur mouvement dès lundi. Voilà pour le déroulé de cette journée. On va rejoindre tout de suite Jocelyn Présent, secrétaire académique du syndicat FO-SNETA, en direct par téléphone depuis la maison des syndicats. Bonsoir, monsieur Présent.
Oui, bonsoir. Alors on vient de le voir, le déroulement de cette journée, évidemment, avec la non-réponse du syndicat et notamment des mairies face aux propositions du préfet. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans ce bras de fer avec l'État? Alors, jusqu'où on pourra aller avec le préfet ou bien avec par cette problématique, jusqu'où on pourra y aller. Bon, moi, je suis envie de dire qu'aujourd'hui, on a encore loupé l'occasion de sortir de ce conflit. Ce conflit, il devient, c'est une problématique qui devient interprofessionnelle dans la mesure où, bon, on constate qu'aujourd'hui, les contrats et des emplois pour lesquels, on se bat, mais qui concernent les associations, l'éducation nationale, les mairies, aucune réponse n'a vraiment été apportée. Alors que l'on pensait qu'au niveau de l'éducation nationale, on serait tenté de dire qu'on aurait pu avoir ce qu'il faut pour reprendre le fait de l'éducation nationale, mais ce matin, on a constaté que les chiffres donnés par M. le préfet étaient en discordance avec ceux donnés par Mme la rectrice il y a 2 jours. Donc, nous pensons aujourd'hui, et le préfet le confirme cet après-midi par le courrier qu'il nous a envoyé, qu'il se trouve dans l'impossibilité et qu'il n'a pas les compétences pour nous porter des réponses. Donc nous irons un peu demander aux autorités compétentes, c'est-à-dire à la ministre de l'Outre-mer et au ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre, de traiter ce problème. Et pour cela, puisque même les maires qui étaient présents ont dû quitter la salle parce qu'ils n'étaient pas satisfaits, que lundi, il y aura école et mairie morte, donc ça voudrait dire école morte, et que les chiffres n'ayant pas été donnés, on n'a pas répondu positivement à notre demande au niveau du second degré, notamment pour les emplois de la CTM. Donc ça démontre que les lycées ne pourront pas, les collèges ne pourront pas faire fonctionner. Donc aussi, école et lycée. Bon, malheureusement. Jocelyn Présent, excusez-moi de vous couper la parole. Ce soir, le préfet, cet après-midi, a quand même fait des annonces. Il a proposé notamment que les personnes qui ne seraient pas reprises en contrat aidé poursuivent avec des formations rémunérées. Cela n'est pas suffisant. Non, mais écoutez, moi je pense que le préfet, on a fini par comprendre que le préfet ne sait pas comment ça se passe. On nous propose des choses et quand on regarde sur le terrain, ça ne correspond pas à la réalité. Le préfet nous fait des propositions qui seront applicables dans 1 mois, 2 mois, voire en décembre. Nous, on a besoin de propositions concrètes pour démarrer tout de suite. Et on a fait un GS, on vient de vendre un mois 3 pour revenir à 2016. Et à partir de là, s'il avait accepté, on commence à démarrer tout de suite, quitte à effectivement aller vers les propositions qu'il a fait au niveau de la formation. Ça ne suffit absolument pas. Je ne sais pas s'il y a une méconnaissance du dossier, mais en tout cas, les réponses apportées ne suffisent pas. Et alors à le dire, et toutes les centrales aujourd'hui sont mobilisées. Malheureusement, je le dis, je le pressens, nous allons vers un conflit qui va se généraliser parce que l'État n'a pas pris la dimension de ce problème. Alors, à partir de lundi, on a entendu grève illimitée, notamment des mairies. Et au niveau des établissements scolaires, que ce soit dans les écoles, les lycées ou même les collèges, comment cela va se traduire? Mais je vous ai dit que les collèges ne peuvent pas fonctionner. Ils ne pouvaient pas fonctionner avant, depuis que nous sommes, ça fait 10 jours, et qu'il n'y a pas eu de réponse. Donc, on ne voit pas comment ils pourront fonctionner. Et c'est tellement simple, ce problème. Pourquoi l'État ne veut pas le prendre? Moi, je pense qu'on minimise en Martinique. On oublie un petit peu, on pense un petit peu à toute autre chose. M. Macron n'a pas pris l'importance de l'attente de nos enfants parce qu'ils ont besoin de reprendre l'école. Nous aussi, nous avons besoin de reprendre. Les associations ont besoin de fonctionner. Les maires dans les mairies ont besoin aussi de personnel pour s'occuper, pour faire fonctionner les écoles. Mais il faut prendre en considération ces demandes. Alors, lundi, on a compris, grève générale. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres manifestations qui seront organisées? Très certainement, parce que, jusqu'à maintenant, vous avez vu qu'à chaque fois, il y a eu des manifestations. Donc, là, c'est sûr et certain. On a du mal un peu à vous entendre. En tout cas, merci beaucoup, Jocelyn Présent. Donc, je rappelle, grève illimitée, et non pas grève générale, grève illimitée au sein des mairies lundi matin. Cela veut dire que les écoles seront fermées. Merci beaucoup, Jocelyn Présent. Je rappelle que vous étiez en direct depuis la maison des syndicats pour faire le point sur le conflit des contrats aidés. Et puis, cette dernière information, justement, lundi, une grève illimitée dans les mairies. Cela ne veut pas du tout dire de grève générale. Et ce soir,
La SARA appelle justement au calme puisque des cohues au niveau des stations-service ont déjà été constatées. La SARA qui indique qu'aucun mouvement de grève n'est prévu au sein du dépôt et au sein des stations-service. Et puis pour avoir plus d'informations, vous le voyez juste au-dessus de votre écran, le numéro de la SARA, le 0810 72 72 pour avoir des informations sûres sur un éventuel conflit à la SARA. On poursuit ce journal. 3 semaines après le passage de l'ouragan Irma dans le nord de la Caraïbe, l'Agence régionale de santé de la Martinique a fait le retour d'expérience. Aujourd'hui, plusieurs professionnels ont participé à la gestion de crise sanitaire et ils étaient réunis ce matin pour faire le bilan de leur action. Ces réactions recueillies par Anne Esgal. On écoute. Alors il y a beaucoup de choses à tirer. C'est évident que c'est quand même, comme on le dit, le cyclone du siècle et qu'une île entière est détruite à 85%, notamment avec les structures d'État qui sont quasiment détruites. Au niveau de la chaîne de commandement, entre autres, il n'y a plus de préfecture, il reste un morceau de gendarmerie et le pôle emploi, et sinon tout le reste est détruit, donc c'est assez difficile, il faudra en prendre bien note et puis faire des analyses. Mais par contre, en ce qui concerne la prise en charge médicale des choses, il n'y a pas eu de rupture de la chaîne des soins, il n'y avait pas eu de mort immédiatement dans les suites ni de carence en prise en charge médicale. Et puis maintenant, il faut vraiment s'atteler à surveiller l'éventuelle émergence d'épidémies et restaurer un bon réseau d'eau de manière à ce que la population puisse être prise en charge de manière pérenne. Je considère que le dispositif qui a été mis en place par la cellule d'urgence médico-psychologique a été adapté à la gravité de la situation. Nous avons pu traiter 3500 personnes qui ont été reçues sur les différents sites. Ce chiffre est vraiment très important, avec des personnes qui étaient dans une situation de traumatisme psychique caractérisée par la violence de l'ouragan dans un premier temps, renforcée par un sentiment d'insécurité dont on sait qu'il a été prégnant dans les premiers jours, cette image de chaos du territoire, et puis les deuxièmes périodes d'alerte cyclonique qui ont atteint le niveau violet, donc avec là un sentiment de menace, même si là la violence de l'ouragan a été moins dure pour les territoires notamment de Saint-Martin et Saint-Barth. C'était quand même dans un contexte de peur et de désarroi qui est venu là aggraver les symptômes des personnes traumatisées. Je veux leur dire un grand merci à ces médecins qui sont au CHU, qui se sont mobilisés. Dire merci aux médecins libéraux qui sont venus en appui des établissements de santé pour soutenir les évacués, quelquefois les patients, les victimes des îles du Nord qui étaient de passage en Martinique. Voilà, donc les équipes de psychiatres, de psychologues qui ont apporté des réponses aux besoins psychologiques. Donc voilà, leur dire un grand merci. Et puis leur dire que leur engagement n'est peut-être pas terminé, qu'on est peut-être au milieu du gué. Voilà. Après Irma, Maria et les dégâts impressionnants sur l'île de la Dominique, le dernier bilan fait état de 15 morts, 70% des habitations ont été touchées. L'île est restée pendant longtemps coupée du monde. Les habitants tentent de se relever sur place. Le reportage de notre envoyé spécial Loïc Régis. Depuis le ciel, on observe une île dévastée. Le passage de l'ouragan Maria a ravagé la Dominique. Roseau, la capitale, porte de lourds stigmates. Dans les rues, les habitants sont encore très marqués. Jacqueline a perdu son fils durant les intempéries, emporté par la rivière. Tout est détruit. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon fils. Mon fils, il a été emporté par la rivière. Le vent était vraiment intense. Nous essayons de traverser la rivière avec 5 membres de ma famille vers 9h, 10h. Quand nous avons été surpris par la rivière, par devant et par derrière, nous étions pris dans le courant. La balle a tout perdu. La boue a envahi sa modeste maison. Pas le temps de tergiverser, c'est l'heure du nettoyage. De mémoire de Dominiquais, aucune tempête n'avait autant fait souffrir l'île depuis David en 1979. Je nettoie. C'est plus difficile que l'était David. Pas ni l'eau, pas ni manger, rien, toute case à terre, toute bagaille mouillée, nous pas ni linge, moun pas ni manger, tout le monde a essayé pour voir qui ça y a fait pour vivre. Le stade de la ville sert de base arrière aux secours et militaires. Il reste encore de nombreuses zones sinistrées, la population est démunie. Les pompiers de Martinique, tout juste rentrés de Saint-Martin, ont déjà un plan d'action.
Il a été décidé que la Martinique s'occuperait spécifiquement de tout ce qu'on appelle les ouvertures de voies, c'est-à-dire les dégagements donc des voies de tous les troncs et poteaux électriques qui sont effondrés, de façon à permettre qu'on puisse accéder aux sources de captation d'eau et rétablir ainsi les circuits vitaux de la nation, qu'elle puisse redémarrer donc avec des conditions sanitaires acceptables. Le bilan, bien que provisoire, est déjà lourd. Plus de 15 morts et une vingtaine de disparus. Le gouvernement de la Dominique a lancé un appel à l'aide. Nous pouvons savoir aujourd'hui l'ordre des priorités. Nous avons besoin d'eau et de nourriture pour la population. Nous avons des besoins spécifiques, particulièrement pour les enfants, les bébés, les personnes âgées qui ont des conditions médicales difficiles. On a vraiment besoin de ça pour eux. Alfred Marie-Jeanne s'est déplacé personnellement chez nos voisins du Nord. Il rappelle ses liens d'amitié avec la Dominique et la solidarité caribéenne. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans maintes occasions. Je me souviens d'ailleurs, il y a un ministre qui l'a rappelé qu'il y avait des dégâts importants et nous avons reconstruit un bâtiment scolaire anti-sismique. Et c'est moi à vous dire, heureusement qu'ils ont rappelé ça, des gens ont rouspété, des gens ont raconté des histoires inadmissibles, qui se disent pour la Caraïbe, qui se disent pour la coopération, et puis qui en réalité qui m'ont dénigré. 2 ans après le passage de l'ouragan Erika, la Dominique doit de nouveau se relever d'une catastrophe naturelle. L'aide internationale se met en place au fur et à mesure. Le gouvernement britannique a envoyé un contingent de militaires sur place. Et les liaisons maritimes entre la Dominique et la Martinique ont repris aujourd'hui. 160 personnes sont arrivées cet après-midi à Fort-de-France. Un dispositif a été mis en place pour les accueillir par la préfecture. Les rescapés vont être soignés et certains vont être hébergés pour la nuit. C'est la ville de Fort-de-France qui prendra en charge cet hébergement. On écoute ces quelques réactions recueillies par Loïc Régis. On a appris ce matin le rétablissement des lignes commerciales de manière effective entre la Dominique et la Martinique. Nous savions que nous allions avoir des personnes qui arrivaient de la Dominique en ayant vécu des choses difficiles. Nous avons prévu tout un parcours d'arrivée pour pouvoir prendre en charge les personnes qui arriveraient. Sur le premier bateau, on ne sait pas encore qui vient. On a prévenu les autorités consulaires étrangères et on a prévu aussi tout un dispositif d'accueil avec une identification des personnes, avec une prise en charge médico-psychologique si besoin, avec un lien avec les autorités consulaires pour les non-francophones et puis de l'hébergement d'urgence si nécessaire. Le plus simple, c'est d'utiliser les moyens existants. Il y a des rotations qui existent, donc le plus simple, c'est vraiment de charger sur ces bateaux-là ce qui doit l'être. Maintenant, quand il y a des situations extrêmes, il y aura certainement des moyens dédiés. C'est ce qui a été fait la semaine dernière avec la barge, par exemple. C'était un moyen exceptionnel, on l'a fait. Pour nous, c'est quand même plus simple d'utiliser les moyens existants, mais on est ouvert à tout et on est à la disposition, je dirais, de toute l'assistance qui peut être mise en place. Le sentiment d'abandon en Guadeloupe, les habitants du quartier de Gosier appellent à l'aide. Frappés de plein fouet par l'ouragan Maria, ils attendent toujours un soutien des autorités. Le reportage d'Yvon Lemar. À l'impasse Man, les habitants sont encore sous le choc. Mardi matin, une brusque montée des eaux a tout dévasté. On dort à l'étage, donc l'étage, on n'a rien eu. Et quand on s'est levé le matin à 5 heures, quand on a commencé à entendre des bruits, des voisins justement qui étaient en train de discuter, en fait on était déjà dans l'eau. Et entre 5 heures du matin et 9 heures, l'eau n'a pas arrêté d'augmenter. Donc il y avait plus d'1 mètre d'eau dans la maison, tout a été inondé en fait. Donc là il y avait de l'eau à perte de vue dans tout le quartier, on était sur une île quoi. Certains dormaient encore quand l'inondation a commencé. L'ensemble du quartier a été submergé en moins de 30 minutes. Cette habitante a été sauvée de justesse. Là on est à 6h moins quart, on a vu tout à terre la noire en radio. Avec, ça prend quand on a dit non, c'est de l'eau qui l'a emporté mon œuvre. Un garçon qui l'a crié moins, il a crié moins, emporté mon œuvre pour partir, mais là, on va arriver la main qui tombait, puisqu'on battait une force pour débuter. Et c'est après un voisin en logé. C'est d'être petit garçon moins. Et des garçons, moi, il fait petit garçon moins, qu'un moins. Moi, j'étais sorti en de l'eau là, vraiment, c'est là. À la surprise générale, l'eau est montée à plus d'1 mètre. Hugo, on a eu de l'eau, mais pas autant. Là, on a eu 1 mètre. Hugo, on avait 25 cm, 30 cm, à peu près. Les nids, on a eu un peu d'eau aussi, mais le plus, là, vraiment là, regardez la hauteur, hein, 1 mètre d'eau.
Et les voitures, je n'ai même pas eu le temps de réagir, d'enlever les voitures. Et les deux voitures étaient recouvertes. Mais la pluie, ça a aggravé les choses. Et la route aussi qu'ils ont fait, ils ont rehaussé la route. Ce qui fait que tout l'eau de la route, ça vient ici. On se retrouve en contrebas. Beaucoup ont tout perdu et sont partagés entre colère et désespoir. Sentiment de désolation complète. Ça fait 3 fois en plus, de toute façon, ici qu'on est inondé. On n'a jamais appris, jamais été fait quoi que ce soit, nettoyage des ravines et compagnie. Et on a le sentiment de tout perdre, la preuve, on a la preuve aujourd'hui. Voilà déjà peut-être je crois 3 jours que le phénomène est passé. Nous attendons désespérément d'avoir au moins quelqu'un de la mairie des services techniques pour pouvoir voir quand même ce dont on aurait besoin, notamment concernant du matériel pour déblayer, parce qu'on a beaucoup de choses à jeter. Encore une fois, on doit redémarrer, tout repartir à zéro. D'autant plus que ça fait 3 fois qu'on l'a pris. Donc à chaque fois on recommence, on réachète, on repère. Ben là on se sent comme si on est un peu vidé. On nettoie parce qu'on veut reprendre notre vie normale, mais on se dit bon, et la prochaine catastrophe, on a toujours des craintes parce qu'on sait ce qu'on a vécu. Pour les habitants de l'impasse Man, l'heure est au nettoyage et à l'évaluation des dégâts, mais tous espèrent une intervention rapide de la mairie. Et pour clore ce chapitre consacré à l'ouragan Irma dans ce journal, sachez que demain, l'état de catastrophe naturelle sera publié au journal officiel. Il concerne la Martinique, l'ouragan Maria, excusez-moi pour l'ouragan Maria, il concerne la Martinique et les communes qui ont été touchées par l'ouragan Maria. Et donc les personnes touchées ont jusqu'à 10 jours à compter de la publication de cet arrêté de catastrophe naturelle pour faire valoir leur droit à indemnisation auprès des assurances. On poursuit notre journal avec notre page politique spéciale sénatoriale. Et ce soir, nous recevons Marius Narciso, candidat soutenu par le MIM, avant l'entretien en direct de 5 minutes. Tout de suite, son portrait préparé par Guillaume Bacoul. Derrière le sourire, la volonté d'atteindre ses objectifs. Marius Narciso avait rejoint le Grand Assemblée à l'orée des élections de la CTM. Désormais conseiller territorial et président de la commission sport à l'Assemblée de Martinique, il est soutenu par Alfred Marie-Jeanne et le MIM pour ses élections sénatoriales. Son message aux grands électeurs est clair, il faut impulser une nouvelle dynamique, une nouvelle vision du sénateur martiniquais, à son goût trop peu visible par le passé. Nous voulons que le sénateur soit visible, qu'il soit à l'écoute des grands électeurs, des élus locaux, qu'il soit à la rencontre, qu'il rende compte de son travail aux élus. Parce qu'il est aujourd'hui mandaté par les grands électeurs. Donc, et c'est ce qu'on entend d'ailleurs dans les rencontres avec les conseils municipaux. On ne voit pas les sénateurs, ils disparaissent après les élections. Donc aujourd'hui, nous voulons créer une proximité, être le porte-parole des élus locaux, être le défenseur des élus locaux et puis être ce qu'on a appelé ce lanceur d'alerte, c'est-à-dire aller assurer une vigilance législative, une vigilance constitutionnelle et attirer l'attention des élus sur justement les orientations qui sont prises, les menaces, et c'est ce que nous faisons là en ce moment. Entre 2 visites aux grands électeurs, c'est au siège du mouvement qu'il a créé il y a 4 ans que Marius Narciso fait un point avec ses collaborateurs. Dans son fief, celui qui a été premier adjoint de la ville de Ducos de 2001 à 2013 met les bouchées doubles. La campagne démarrée après la déclaration de soutien d'Alfred Marie-Jeanne promet d'être courte, mais le candidat veut croire en la force de cette investiture. Ça peut laisser penser que c'est un départ tardif, mais je dis que c'était plus un départ organisé et réfléchi. Il y avait des étapes de validation à respecter. Il fallait que le comité national du MIM valide cette candidature et ensuite que la majorité de la CTM soit informée aussi, parce que nous faisons partie d'une majorité plurielle. C'est une mission qui m'est confiée par le président Marie-Jeanne. Et je me suis appuyé d'abord sur mon expérience d'élu local. J'ai dû prendre en charge des dossiers centraux de la ville, où j'étais en relation avec le président Marie-Jeanne à l'époque où il était président de région. J'ai travaillé avec les collectivités départementales aussi. Donc c'est fort de cette expérience-là, d'élu local, que j'ai décidé effectivement de m'engager. Un ancien élu local qui entend bien s'opposer au gouvernement Macron, accusé d'effectuer des coupes sombres dans le budget des collectivités. Bonsoir Marius Narciso.
Bonsoir Jean-Marc Darbouy. Alors on vient de voir dans ce portrait signé Guillaume Bacoul, vous vous considérez comme étant un élu local. Effectivement, le Sénat représente les élus locaux au niveau de l'Assemblée, au niveau des deux assemblées françaises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les sénateurs ont encore la possibilité de représenter les élus locaux au sein du Sénat? Absolument. Et je dis, c'est le sens de notre démarche, parce que durant notre rencontre avec les élus locaux, nous avons bien attiré l'attention sur deux choses. La première, c'est l'intérêt statutaire, parce que la Constitution donne ce pouvoir aux sénateurs à travers l'article 24 de la représentation des collectivités de la République. Et puis vous avez la deuxième chose, c'est que aujourd'hui il y a par rapport aux orientations du gouvernement des menaces qui sont claires. Une première menace, c'est cette perte, cette illusion du pouvoir local, le pouvoir local qui est menacé par rapport à une politique de déconcentration qui est mise en place par ce gouvernement au détriment de la décentralisation qui a fait l'objet d'une lutte des élus locaux. Donc nous disons qu'il faut que sur ce point, que les élus locaux soient vigilants et qu'ils restent mobilisés pour que dans leur rôle, ils ne soient pas relégués au second plan. Mais l'autre point, et c'est ce qu'on vient de voir dans votre sujet, et qu'on voit bien qu'il y a une menace sur la perte d'autonomie financière des collectivités locales, avec cette baisse des dotations qui menace directement nos communes. Vous avez la suppression des taxes pourvoyeuses de recettes, de moyens financiers pour les collectivités, et puis ces contrats aidés, cette suppression brutale. Vous avez, dans votre sujet qui est très intéressant, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une situation qui est insupportable, qui vient encore alourdir les fractures majeures qui gangrènent la Martinique, notamment la fracture territoriale, la fracture sociale. Alors, donc le sénateur doit jouer un rôle important. On le voit notamment à travers les mobilisations que l'on suit quotidiennement ici, pour les contrats aidés par exemple. On voit beaucoup la société civile dans la rue, mais on n'entend pas les sénateurs, les élus justement défendre à haute voix les élus locaux et les intérêts des collectivités. Est-ce que vous, en tant que sénateur, vous ferez cela ? C'est un rôle, effectivement, que nous comptons jouer. Parce que, vous savez, face à cette situation que je viens de vous décrire, nous disons qu'il y a lieu de se mobiliser. Et notre conviction est fondée justement sur l'idée que le sénateur, il doit agir autrement. Alors comment ? Eh bien, déjà par une politique de proximité, comme je le disais dans votre sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut mettre en place une véritable, je dirais, un plan de travail, un plan de rencontre avec les élus locaux, les maires avec leurs conseils municipaux, les présidents d'agglomération avec leurs conseillers communautaires, de façon à discuter de la vision de chaque territoire, mais aussi la CTM pour justement la vision globale sur la Martinique. Donc il y a lieu de mettre en place ce que j'appelle un véritable plan Marshall des doléances des collectivités locales, de façon à prendre en compte justement ces attentes. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs dans les discussions que nous avons avec les conseillers. Ils nous disent quoi? C'est qu'une fois que les sénateurs sont élus, on ne les voit plus et ils reçoivent par année un pavé de 300 pages. Donc, alors comment croire que vous justement n'allez pas réitérer le même phénomène? Parce que déjà dans mon engagement, je l'ai dit, et j'ai proposé de mettre en place un plan de travail concret. C'est-à-dire qu'une fois élu, je reviendrai dans les conseils municipaux de façon à discuter, échanger, faire des évaluations, prendre vraiment en compte ces doléances des élus locaux pour être un véritable porte-parole des élus locaux. Et je dirais même, au-delà du porte-parole, un véritable défenseur de la prise en compte des intérêts de ces collectivités locales. Alors vous êtes soutenu par le MIM, le mouvement mené par Alfred Marie-Jeanne. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas soutenu des candidats pour les élections sénatoriales. Pourquoi cette année, selon vous? Aujourd'hui, nous sommes à la tête d'une collectivité territoriale. Le Sénat est par vocation le lieu, et par excellence même, le lieu de représentation des collectivités territoriales et le lieu d'expression des doléances des collectivités territoriales. Donc dans ma mission de conseiller territorial, et en tant que membre de la majorité, il est important que le président Marie-Jeanne s'appuie sur des relais de sa majorité, et c'est l'une des missions fondamentales que j'entends mener, pas seulement pour la collectivité territoriale de Martinique, mais pour l'ensemble des collectivités de Martinique. Je parle des communes, je parle des communautés d'agglomération. Alors la campagne se termine ce soir officiellement. Dimanche, les grands électeurs ont rendez-vous aux urnes pour élire leurs 2 sénateurs martiniquais. Comment s'est passée la campagne selon vous? Vous parliez tout à l'heure de plus de proximité. C'est une campagne qui essentiellement intéresse les grands électeurs, mais est-ce que les citoyens martiniquais ont été intéressés par cette campagne sénatoriale selon vous? C'est vrai que le sénateur, c'est un élu qui est élu au suffrage universel indirect. Il demeure l'élu des élus.
mais ces élus qui vont voter dimanche, ils sont élus par le peuple. Donc par conséquent, le sénateur reste un représentant du peuple martiniquais. Donc il est important qu'à travers cette démarche-là, que nous sensibilisions les élus de cette mobilisation attendue et qu'effectivement, à leur tour, qu'ils échangent avec les administrés. Et ce que nous avons rencontré dans les conseils municipaux, c'est des élus qui sont un peu inquiets, qui sont un peu des fois désabusés et qui attendent énormément qu'il y ait un relais qui soit pris par justement les parlementaires. Et la démarche que nous proposons, c'est un parlementarisme au service des collectivités territoriales. Faire en sorte que nous puissions aboutir à un front parlementaire martiniquais, qu'il y ait ce rassemblement des forces martiniquaises pour défendre justement les intérêts et les attentes de nos élus. Marius Narciso, candidat du MUM, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous étiez le dernier invité pour ces spéciales sénatoriales. N'oubliez pas que ATV vous proposera évidemment dimanche une soirée spéciale pour suivre les résultats de cette élection. Alors si vous permettez, je tiens à dire une chose, c'est que le contrat que nous avons passé avec ces élus locaux, c'est un contrat de proximité et surtout leur dire aidez-nous à vous aider. Et c'est le rendez-vous que nous leur donnons dimanche. Merci beaucoup, Monsieur Narciso. Restez avec nous à suivre dans votre journal la journée nationale de la qualité de l'air en Guyane, une journée sans véhicules motorisés dans les rues de Cayenne. Et puis votre programme sport du week-end avec l'agenda de Karel Chassol. Enfin, votre JT des communes au plus près des acteurs de la banane fortement touchés par le passage de l'ouragan Maria. Le vélo, c'est écolo, c'est le message porté ce matin au Carbet dans le cadre de la journée nationale de la qualité de l'air. Chaque kilomètre parcouru permet d'économiser 30 kg de CO2. Le reportage d'Anaïs Gall. Alors les voitures électriques, j'ai entendu ça. C'est qui m'a dit ça? Alors comment ça marche l'électricité en Martinique? Comprendre d'où vient l'énergie pour savoir comment l'économiser. Le covoiturage, c'est quand on est plusieurs à utiliser la même voiture. Oui, t'allais dire ça? Pour aller quelque part. Si personne ne prend encore le volant, les futurs conducteurs ont déjà toutes les clés pour circuler plus proprement. On a des mauvaises habitudes en Martinique et donc on essaye donc de mettre l'idée de prendre les transports en commun plus souvent, de pratiquer le covoiturage, ce qui n'est pas du tout développé en Martinique. Donc essayer donc déjà à notre échelle donc de l'école pour les enfants à la maison de faire participer tout le monde ou par exemple pour nous les adultes entre collègues quand on part du domicile aller au travail ensemble. Aujourd'hui, pas de voiture ni de scooter sur cette place. La commune a invité les jeunes à venir à vélo, une pratique déjà très répandue au Carbet. Au Carbet, nous sommes une population qui circulons quand même toujours en vélo, que ce soit les petits comme les grands. Et je pense que c'est une question de sensibilisation, de prendre conscience aussi que diminuer quand même le réchauffement climatique passe par là aussi. Et nous aurons moins de dégâts si chacun nous puissions circuler à vélo. Josué et Yvan aiment se déplacer à vélo. En plus d'être écologique, chacun y trouve un intérêt. Ça nous permet de faire du sport, de connaître un peu la commune et puis voilà quoi. Bon, on va dire comme ça les scooters, bon, c'est plus chiant que le vélo. Donc il vaut mieux prendre le vélo à ce moment-là pour mieux circuler. Comme une voiture. Et puis là, je me déplace. Et pour ceux qui n'aiment pas pédaler, ces pousse-pousse peuvent prendre le relais, toujours sans utiliser la moindre goutte de carburant. Comme on a une assistance électrique, donc dès qu'on sent que ça devient trop difficile, on utilise la manette. Créée en 2014, cette entreprise foyalaise propose surtout des balades touristiques mais souhaite élargir son public. Pour le gérant, il est essentiel de s'adapter à la transition énergétique. Il est temps de réagir. Parce que si on n'agit pas, ça va s'empirer. C'est pour ça que c'est une démarche un peu, je dis, un peu citoyenne avant tout. Avant, c'est mon métier. Mais il y a une démarche citoyenne derrière, il y a un petit côté militant, tout ce qui est vert derrière, qui permet de montrer aux gens le produit. Et il n'y a pas que du fossile. En Martinique, depuis 2013, le nombre de véhicules neufs immatriculés est en hausse de 28%, alors que la moyenne dans les DOM est de 17%. Plus de véhicules sur nos routes et une brume des sables persistante. Pour beaucoup, il est temps de repenser les modes de transport.
Et la Guyane aussi a participé à sa façon à la journée nationale de la qualité de l'air à Cayenne, une journée sans voiture, sans deux roues motorisées dans 2 artères principales de la ville capitale. Le reportage de Gaël Ouassim. De nombreux ralentissements et embouteillages aux abords de la ville capitale qui entreprenait sa première journée sans voiture. L'avenue du Général de Gaulle et la rue François Arago étaient totalement fermées aux véhicules à moteur. La première magistrate tenait à montrer le bon exemple à ses concitoyens. Avec les élus, nous avons décidé de mettre en place cette journée de 9h à 14h, comme ça pour éviter de mettre des contraintes en tout cas aux citoyens. Voilà. Donc on est là, on est dans une stratégie de développement durable. Hein, vous voyez bien, voilà, vélo électrique, voiture électrique. On croit qu'il faut qu'un jour en Guyane, on puisse y arriver. En tout cas, le projet que la municipalité a pour Cayenne, c'est qu'un jour, nous puissions mettre des bus, des minibus électriques et que tous les citoyens se garent en dehors de la ville et pour qu'on puisse circuler, en tout cas dans une ville, entre guillemets, propre. De nouveaux moyens de locomotion voient le jour, surtout dans le domaine électrique. Oui, totalement. Dans notre pays, c'est déjà le cas. Il y a des pays qui sont très en avance, je pense aux pays scandinaves. Et il n'y a pas de raison que la France et la Guyane n'envoient pas le pas. Toutes les raisons sont là pour que ça puisse fonctionner. On a la chance d'avoir un relief qui est relativement plat, accessible. Donc l'électrique a toute sa place. Développement durable et mode de déplacement doux, la municipalité de Cayenne réfléchit déjà à renouveler l'opération dans les années à venir. Voilà, et toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de ce reportage. Le sport et le programme de ce week-end avec, entre autres, le troisième tour de la Coupe de France en football, la reprise du basket chez les hommes avec aussi la Coupe de France, l'agenda sport signé Karel Chassol. Temps fort de ce week-end en football, le 3e tour de la Coupe de France aura lieu demain et dimanche. Dans le groupe A, 3 matchs au menu à partir de 15h demain. JS Eucalyptus Golden Lion au François. Le derby faut y aller entre le Good Luck et le Golden Star à Pierre-Aliquer et RC Rivière Pilote Club Péléen aux 3-Îlets. Dimanche, toujours à 15h, l'UJ Monroe recevra l'Essor. Dans le groupe B également, 2 matchs au programme demain 15h, New Star RC Saint-Joseph à Ducos et Émulation Club Colonial à Shellshire. Dimanche 15h, 2 rencontres refermeront ce tour de coupe, Club franciscain Éclair au François et Aiglon Samaritaine au Laventin. En basket également, on joue ce week-end la Coupe de France. Chez les hommes, le tour préliminaire aura lieu demain. 5 matchs au programme à partir de 20h. Larel Aiglon aux 3-Îlets. Black Star US du Cossez au hall du Saint-Esprit, Bébé Samaritain SC Lamantinois au Palladium de Sainte-Marie, Golden Lion Golden Star au hall de Saint-Joseph et Arsenal Wax au hall de Mansarde au Robert. En moto, place à la course de côte de Marc-Capron au Marin. Elle se déroulera dimanche avec les essais à 10h et les montées chronométrées à partir de 13h30. Enfin, nos pongistes seront à pied d'œuvre demain au François à l'occasion du tournoi de la ville. Début des échanges, 14h30 à la salle spécifique du Club franciscain. Club franciscain Éclair au François et Aiglon Samaritaine au Lamentin. Voilà pour le programme de votre sport ce week-end. N'oubliez pas de retrouver la page sport dans votre journal samedi et dimanche. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Dans votre JT des communes, partons à la rencontre des acteurs de la banane, un secteur économique une fois de plus touché par les événements climatiques. Après la constatation des dégâts, l'activité reprend. Le reportage au Lorrain, Hubert Bornil, Anaïs Gall. Dans le Nord, on peut trouver comme ça quelques habitations où le cyclone Maria a laissé des traces assez visibles. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec le cyclone Mathieu, mais alors que ce soit ici sur l'habitation Vildeuil ou encore un peu plus loin à l'habitation Acier, on voit que les pertes sont quand même considérables. Pourtant, le travail reprend doucement. À première vue, on peut dire que l'ouragan Maria a dévasté quelques hectares sur cette habitation de bon repos qui embauche 9 salariés. Pour l'instant, l'heure n'est pas encore au bilan. Heureusement, il reste encore un peu d'activité pour ces ouvriers. Même si on voit la plantation comme ça, la motivation, ce serait au moins de la remettre un petit peu en état, quoi. Bon, avec mes ouvriers, dès qu'ils ne sont pas démoralisés. Moi, de mon côté, j'ai toujours eu le moral parce que je suis un habitué.
Pourquoi? Parce que je suis dans un couloir, je suis dans un... Je ne sais pas si c'est un passe-vent, quoi, mais là, effectivement, j'ai toujours subi des catastrophes en ce sens. Situation un peu plus compliquée à 2 km de là, sur l'habitation Assis. Ici, c'est pratiquement toute la plantation qui a été décimée. 100% de l'exploitation a été touchée. Certes, il y a des bananiers qui sont encore debout, mais ce sont des bananiers qui ne sont plus économiquement viables, qu'il va falloir aussi effectivement cycloner, donc qui va faire partie de tout le lot effectivement qui a été détruit sur l'exploitation. Sur place, le personnel s'occupe comme il le peut. Certains sont au champ, d'autres au hangar. Les salariés sont en train de nettoyer, mais il n'y a plus de récolte. Pour le moment, nous ne sommes pas encore en chômage technique. Là, on travaille et par la suite, on verra. Et pour la direction, la difficile question concernant la suite. On a eu un plan effectivement l'année dernière suite au passage de Mathieu, donc on a mis une partie du personnel en chômage partiel. Actuellement, nous avons effectivement fait à nouveau une demande puisque nous avons eu un pic de production et après ce pic de production, donc la production est redescendue. Donc il a fallu effectivement faire une deuxième demande de période de chômage partiel. Donc là où quasiment tout est par terre, donc priorité effectivement à redresser les parcelles qu'on peut encore sauvegarder. Et à l'issue de ça, une fois qu'on aura fini tout ça, effectivement, il va falloir effectivement entrer en discussion avec l'administration pour faire à nouveau une demande de chômage partiel. Mais on se console un peu en se disant que des cyclones, on en a déjà vu. Alors, comme on peut le voir à la station d'emballage, après le mauvais temps, c'est la reprise de l'activité avec le moral, en plus le sourire. C'est comme ça la vie ailleurs, hein? On en profite donc. Voilà, et pour terminer cette information pratique, demain, le planning du don du sang, vous avez rendez-vous entre 8h30 et 13h30 sur le parking de l'hypermarché Le Rond-Point à Fort-de-France, donc pour votre don du sang avec toute l'équipe de l'EFS. Voilà, c'est ainsi que l'on referme cette édition locale et régionale. Restez avec nous à suivre le journal national et international avec nos confrères de BFM TV. On se retrouve juste après pour le rappel des titres.